Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser la société IBM après la publication de ses résultats. Et avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action IBM. Donc on est au plus haut historique. Est-ce que c'est le moment d'entrer sur la société ou est-ce qu'il faut attendre que ça baisse un peu? On va regarder ça ensemble. La croissance du chiffre d'affaires en médiane, on est sur du 0. Il n'y a plus de croissance chez IBM. Les quelques dernières années se sont quand même soldées par des croissances positives, mais on voit que ça replonge vers le zéro, malgré des acquisitions. Donc en plus, il y a une décroissance en organique et on essaye de la compenser par des acquisitions, mais ça relance pas significativement la croissance. Donc un business complètement mature. On regarde les taux de marge. Le taux de marge brut à 56,5%, c'est quand même honorable. Hein. On est presque à un niveau d'avantage concurrentiel. On est au-dessus de la médiane, donc IBM a quand même la capacité à augmenter ses prix, ça c'est bon. En revanche, le taux de marge d'EBITDA, lui, ne suit pas la hausse du taux de marge brut. Donc on est sur une déperdition dans l'efficience opérationnelle. On reste quand même à un niveau relativement élevé de 22%, mais les opérations, à mon avis, ne sont pas gérées de façon optimale. Le taux de marge net, également, a du mal à décoller. Enfin, il fluctue autour des 11%. À l'heure actuelle, on est sur du 9,60, donc ça rechute. Il faut voir à quoi c'est dû. Est-ce que c'est à cause des frais d'intérêt si le groupe est endetté? En tout cas, on est sur une moindre efficience financière ou fiscale pour IBM. Donc, les taux de marge qu'on voit ici nous indiquent que la société n'est pas très qualitative. Bon, les niveaux de taux de marge restent quand même honorables, mais c'est pas aussi bon que ça pourrait l'être. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets. À quoi est-ce dû? On regarde. On a une variation positive du BFR de 57 milliards sur la période. Donc ça aide les free cash flow. On est sur dépréciation et amortissement qui sont plus élevés que les capex. Donc on a 26 milliards de décalage, de 24 milliards. Ça veut dire que le groupe a cessé d'investir dans son appareil productif et est en train de finalement se réduire petit à petit. On doit avoir des dépenses non cash, 15 milliards de dépenses non cash. Donc ça aussi, il faut voir de quoi elles sont constituées. Ça permet également augmenter les free cash flow, ou en tout cas ça baisse les bénéfices nets mais pas les free cash flow. Et là, vous avez qu'une partie de l'explication, donc rendez-vous dans les tableaux de trésorerie pour comprendre d'où vient la différence. Pour valoriser l'entreprise, si elle n'a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow pour être conservateur. Alors, on continue. Rendement des capitaux investis, donc la rentabilité opérationnelle. On est pile sur la médiane à 10,5-11%. Donc vu qu'il n'y a pas de croissance, de toute façon, ces bénéfices opérationnels qui sont générés, eh bien, ils vont soit directement en trésorerie, si on a une bonne conversion en free cash flow, soit on les rend aux actionnaires. Donc on va voir ce qu'il en est. D'abord, on va regarder la dette. On est sur une dette qui a atteint un point haut en 2019 et qui a bien diminué depuis, qui continue à diminuer. Mais on est quand même sur un niveau d'endettement qui reste élevé, à plus de 3 fois l'EBITDA, donc méfiance là-dessus. Que dit le management pour cette dette? Est-ce qu'il vise à continuer à la réduire? Ça devrait être le cas. Et donc la rentabilité dont on dispose sur ce groupe, il faudrait la mettre à contribution pour baisser la dette, parce que là on est à plus de 4 fois les free cash flow. Donc c'est vraiment assez lourd comme niveau de dette, et ça explique pourquoi aussi on a des bénéfices nets qui sont pas si élevés que ça, parce qu'il y a beaucoup de frais d'intérêt à cause de ce niveau d'endettement. Donc, priorité au désendettement de l'entreprise dans l'allocation du capital. Est-ce que l'actionnaire est bien traité sur IBM? On est sur un dividende de 6,150 milliards. C'est à peu près la moitié des free cash flow. Donc ce niveau de dividende est sécurisé. On est sur un rendement d'un peu moins de 3%. Et il y a de la dilution. Et ça, c'est pas bon. Il y a la dilution depuis 2019, donc elle est pas énorme cette dilution, mais elle est un peu, c'est un peu dommage, parce qu'on avait des rachats d'actions en net depuis de nombreuses années. Si on regarde ici, depuis 20 ans, on rachète des actions sur IBM, voire depuis, si on a tout l'historique, depuis, on va dire à peu près ici, donc depuis 86, on rachète des actions. Et dernièrement, on s'est mis à réaugmenter les actions. Alors ça, c'est dommage, surtout qu'on a des free cash flow qui pourraient permettre de rembourser de racheter des actions. Peut-être que ces free cash flow sont mis à contribution pour rembourser la dette. Le rendement de l'actionnaire calculé par Coifin est à 3%, ce qui est pas énorme pour une société qui n'a plus de croissance et qui est en phase de maturité.
regardons la valorisation du groupe. En termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, on est en plus survalorisé. C'est-à-dire que la médiane est à 10,4. Actuellement, on se traite à 18,5. Mais il n'y a plus de croissance. Comment est-ce que c'est possible d'avoir une valorisation aussi élevée alors qu'il n'y a plus du tout de croissance et qu'on est quand même assez lourdement endetté? Conclusion de l'analyse sur IBM. Tenez-vous à l'écart. On est encore sur un business qui est valorisé de façon absurde alors qu'il n'y a plus de croissance et que le bilan est assez chargé en dette. Moi, je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.